Ici, tout est grandiose. Grandiose, le décor, les paysages avec ces gorges creusées dans le calcaire des Causses. Grandiose aussi les réalisations humaines à l'image de ce pont-viaduc qui permet d'accéder au village de Minerve. Aujourd'hui, je vous promets de l'émerveillement avec des sites exceptionnels, des canyons sauvages, des vignes au-dessus du vide. Cette cité médiévale marquée par son passé cathare, mais aussi de l'émotion avec une expédition spéléologique dans la grotte d'Aldenne en quête d'improbables témoignages laissés par nos lointains ancêtres, cap sur le Minervois à la frontière du vertige. Situé à cheval sur les départements de l'Aude et de l'Hérault, le Minervois est un vaste amphithéâtre, délimité au sud par le canal du Midi, au nord par la montagne Noire. C'est ce village, Minerve, à 30 km de Narbonne, qui a donné son nom à cette région. Cette cité fut au Moyen-Âge l'une des plus puissantes de la région. Une importance qu'elle doit avant tout à sa situation, sa topographie. En quoi ce site de Minerve est-il exceptionnel dans l'histoire des hommes? Il est au confluent de deux rivières, la Cesse et le Briand, sur un rocher qui est une véritable presqu'île. C'est un mot étonnant à utiliser, j'allais dire quand on est loin de la mer, presqu'île. C'est vraiment ça, c'est le sentiment qu'on a ici? Absolument. Alors il faut imaginer, là on le voit évidemment à une période de sécheresse, mais en hiver, l'eau peut-être arrive des deux côtés, peut-être parfois violemment. C'est vraiment un obstacle supplémentaire au franchissement pour entrer dans Minerve. Il semblerait que l'étymologie de Minerve, ce soit mène herbe, la pierre refuge. Donc le rocher qui a servi de refuge aux populations. Un navire de pierre au bout du Causse. Marie vit à Minerve dans une bâtisse occupée par sa famille depuis plus de 170 ans. Pour cette historienne, spécialiste du Moyen-Âge, il y a le savoir que l'on trouve dans les livres, mais il ne serait rien sans la connaissance intime du terrain. Alors là, on est sous le Pont Grand. Le Pont Grand qui fait à peu près 150 mètres de long. Et on dit pont, mais en fait c'est un tunnel. Tout à fait, voilà. Beaucoup de gens cherchent désespérément un pont, alors qu'en fait il s'agit d'un tunnel naturel creusé par les eaux au cours des millénaires. Autrefois, moi j'ai connu des périodes où il y avait 6 mois d'eau, ça dépend des années. Mais par exemple cet hiver, nous n'avons eu que 3 mois et demi d'eau dans la rivière. Dis-moi, petite, là quand même c'est des endroits où j'imagine tu venais On s'est traîner. beaucoup amusé. Ouais. Quand moi j'allais en vacances ici chez ma grand-mère, je crois qu'on s'est bien amusé. On a joué aux fantômes pour faire peur aux touristes, des choses comme ça. La surprise, c'est qu'on débouche en fait au pied de la cité de Minerve. Oui, d'ici on peut voir les remparts, l'église et on voit jaillir ce pont, qui est un pont en fait très récent puisqu'il a à peine plus d'un siècle. Ça signifie qu'avant, comment on faisait pour venir? Avant, alors pendant des siècles, on a utilisé la rivière. On venait depuis Narbonne par un chemin qui se trouvait dans la rivière. C'est-à-dire c'était la rivière asséchée qui était la route principale? Voilà, une partie de l'année, évidemment, ça devait poser beaucoup de problèmes. L'autre accès se faisait par le nord, par le Causse, notamment au Moyen-Âge, mais il était défendu par le château et il y avait un pont-levis. Cette tour, surnommée la Candela, la chandelle, est le seul vestige du château médiéval. Le vicomte de Minerve, comme tous les seigneurs d'Occitanie, réserva un accueil bienveillant aux adeptes d'une nouvelle religion qui, à partir du XIIe siècle, se développa dans le Languedoc toulousain, le catharisme. Les cathares, qui prônaient un retour aux sources des textes primitifs, finirent par faire de l'ombre à l'Église catholique romaine. Le pape décida alors de lancer une croisade, la première et seule en terre chrétienne. 1210, après avoir conquis Béziers et Carcassonne, les armées du Nord, dirigées par le redouté Simon de Montfort, arrivent devant la cité de Minerve.
Les assaillants qui se sont installés juste en face sur les causses savent qu'ils ne peuvent pas attaquer. Est-ce que Minerve a un point faible? Oui, l'accès à l'eau. Simon de Montfort, eh bien, il s'est installé en juin-juillet, à l'époque de la grande sécheresse. Et il faut savoir que Minerve a recueilli des centaines de réfugiés des villages autour. Il y a beaucoup de monde sur le rocher. C'est par ce cheminement qu'on peut penser couvert que les Minervois pouvaient descendre jusqu'à la rivière et notamment jusqu'au puits pour puiser de l'eau, ce qui est absolument crucial quand les citernes viennent à être vides. Les assaillants ont balancé de gros quartiers de rochers sur ce pont couvert, ils l'ont démoli et c'est la soif qui a eu raison des Minervois. Minerve est tombée. Simon de Montfort promet alors de laisser la vie sauve à ceux qui acceptent d'abjurer leur foi, mais les cathares refusent. 140 d'entre eux vont ainsi passer par cette rue, baptisée rue des Martyrs, pour être brûlés vifs. C'est le premier bûcher collectif du début de la croisade. Cet environnement si spécial, cette histoire, ça donne un caractère un peu particulier aux habitants. Il y a le sentiment d'une certaine indépendance face aux pouvoirs qui sont extérieurs au village et à la région. C'est le produit d'une histoire qui est quand même très marquée, avec un épisode très fort, très violent, et une certaine insularité. Minerve, une île plantée au milieu d'un océan de roches et de garrigues. Un décor naturel grandiose où les rivières ont fait office d'architectes, creusant dans le calcaire des causses des gorges profondes. Ces paysages constituent un espace géologique d'exception. Depuis plus de 30 ans, Yann propose des randonnées découvertes au fond de ces canyons. Alors tu vois là, on est dans les gorges du Briand. On est au cœur d'un parc naturel régional, le parc naturel régional du Languedoc. On est au cœur d'un site qui vient d'être classé grand site de France. On est aussi dans une zone Natura 2000, donc on essaie de tout faire pour respecter la nature. Parce que les gens, quand ils viennent ici, ils ont l'impression d'être dans un endroit qui est vraiment préservé. Contrairement à des lieux qui sont ultra touristiques, là souvent on arrive à faire des balades, on voit personne. Dans une randonnée aquatique, j'essaye de ne pas passer trop de temps dans l'eau. Voilà. Pourquoi? Justement pour ne pas souiller trop la rivière. Il y a certaines zones où on va avoir des gros galets, où je vais essayer d'éviter de faire marcher les gens pour ne pas déranger la faune qu'il peut y avoir. Yann aime ces gorges parce qu'elles offrent des ambiances différentes selon que l'on soit en bas, dans le lit de la rivière, ou tout en haut sur le Causse, à flanc de falaise. Au bout d'une bonne heure de marche, j'ai l'impression d'atteindre un plateau sauvage où seule la nature dicterait sa loi. Sauf qu'ici, l'homme n'est jamais très loin. C'est quoi cet amas de pierre? Alors, en fait, c'est un éperon barré. Les hommes ont fait une accumulation de pierres. C'est un rempart, en quelque sorte. C'est une espèce de rempart qui protège le site de Minerve-la-Vieille qui est ici. Minerve-la-Vieille, dont l'occupation remonte au minimum à 2000 ans avant Jésus-Christ, n'est en fait qu'un amuse-bouche. Yann veut en effet partager avec nous son endroit préféré. Un coin secret, suspendu au-dessus du vide. Tu sens qu'il fait plus frais déjà? Voilà. Voilà où je voulais t'amener. Donc là, on est devant un mur et on comprend qu'il n'est pas naturel. Là encore, c'est les hommes. Ah, c'est pas naturel, non? On va aller voir ça à l'intérieur. Voilà. Ça barre l'entrée d'un immense abri sous roche, quoi. Fait combien à peu près en longueur? T'as une idée? Celle-là, elle fait au moins une trentaine de mètres, mais c'est surtout, on est haut sous plafond, hein, il y a au moins 6-7 mètres. On a l'impression de rentrer à l'intérieur d'un dinosaure. On imagine avec la colonne vertébrale, tu as l'impression d'être à l'intérieur. Les hommes ont utilisé ces abris depuis toujours, on le sait ou pas? À partir du moment où il y a eu l'homme ici, ils ont toujours été occupés. Ces endroits, ils pouvaient s'abriter, se protéger du chaud, se protéger du froid.
Voilà, se protéger éventuellement des animaux, parce qu'à une époque, on n'avait pas forcément les mêmes moyens pour se défendre. Puis c'est quand même une super cachette, non? Quand on a des ennemis qui peuvent apparaître, une armée. Voilà, ben, les dernières occupations, probablement, elles datent des périodes les plus proches de notre histoire et de la dernière guerre mondiale. Il y a eu le maquis pas trop loin. Il y a pas mal de gens qui ont dû se cacher dans ce genre d'endroit. Ces grottes communiquent les unes avec les autres. Donc, C'est-à-dire, là, si on va par là. Si on va par là, surprise, on rentre dans une autre grotte. Donc on passe chez le voisin, là. On passe chez le voisin, ouais. Et là, c'est vue sur la terrasse. Quel spectacle, quelle vue, quel balcon, c'est incroyable. Dis donc, ils savaient choisir leur endroit. Hein. Et il faut savoir, c'est que des grottes comme ça, avec des abris sous roche, il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Et c'est là depuis des centaines et des milliers d'années. Quand j'étais tout petit, et je venais là les mercredis après-midi. T'avais quel âge la première fois que t'es venu là? Je devais avoir 12 ans. Ah ouais, super terrain de jeu quand même. Super terrain de jeu, ouais. En habitant très près, ça a été mon terrain de jeu pendant très longtemps. Ça fait marcher l'imaginaire, non? Tu t'inventais des histoires Des histoires, l'aventure, forcément, parce que quand on découvre ça, c'est l'arche perdue, on imagine toujours trouver des trésors. Et puis maintenant, c'est l'envie de partager un petit peu la manière dont je l'ai découvert. Voilà, je vois les groupes que j'emmène, on essaye de longer les gorges, j'essaye de leur faire passer par des endroits un petit peu secrets, un petit peu magiques, remonter en face. Et puis quand on arrive ici, comme tu as dit, waouh! Tu sais que t'as l'œil qui brille? Quand tu me racontes ça, voilà, ça veut dire que tu prends en retour le plaisir que tu as offert aux gens. Eh bien, merci. J'espère le faire partager longtemps. Le Minervois, c'est aussi un vignoble réputé, le plus vaste du Languedoc-Roussillon, mais surtout l'un des plus anciens, planté par les Romains. Mais ici, au nord de Minerve, se trouve un terroir très particulier, celui des Causses. La plantation des vignes ne date que du 19e siècle et pour cause, l'environnement est exigeant. La famille de Régis a fait partie des pionniers. Qu'est-ce qui pousse naturellement sur ce Causse? Ici, toutes les planes méditerranéennes, donc on va avoir du genevrier, du chêne kermès, du chêne vert, du thym. Il y en a un peu partout. Il y en a un petit peu partout. Hop, le voilà. Du thym qui sent bon. Là, j'imagine déjà ce qu'on peut faire en cuisine avec ça. Pour la cuisine, mais ça donne pas du vin. Ça donne pas du vin. Ça peut donner des arômes un petit peu qu'on va retrouver dans le vin. Des arômes de garrigue, comme on dit. Bonjour, pas trop dur sous le soleil? Ça va. Alors qu'est-ce que tu as planté ici? Là, en fait, on est sur un grenache noir. Donc voilà, un cépage typiquement méditerranéen. Tu gardes les feuilles? Parce que, par exemple, moi je connais un peu le bordelais, on enlève les feuilles pour que ça prenne le soleil. Alors ici, on laisse les feuilles, justement, ça fait un petit abri. Si vraiment on a un été très pluvieux, on va peut-être en enlever un petit peu, mais c'est tout. Ton thym, là, il n'a pas d'influence parce qu'on sait qu'un raisin, ça prend ses saveurs par le sol.
pas que. En fait, toutes les essences méditerranéennes, donc comme le thym, la lavande, on a toutes ces senteurs mélangées. Et en fait, ce sont des arômes un petit peu volatiles qui viennent se coller sur la peau du raisin. D'où l'intérêt d'avoir des vignes un petit peu dispersées dans la garrigue, justement pour prendre et pour capter tous ces arômes. Donc l'environnement de la vigne est aussi intéressant. Tu dirais que ce vin, il ressemble plus au territoire ou plus au viticulteur à toi? C'est plus la vision du vigneron du territoire. Ouais. C'est quoi alors ta vision, toi, de ce territoire? Ma vision, c'est qu'on est bien installé là avec une vue très large. C'est un paysage complexe avec ses grands vides, ses grands plateaux calcaires, ces parcelles cultivées. Il faut bien qu'il y ait la trace de l'homme quelque part. On fait aussi partie de la nature. Comme tous les Causses, la région autour de Minerve, réputée pour ses réseaux souterrains, est le paradis des spéléologues. Mais qui ont été les premiers hommes à oser s'enfoncer dans les abîmes pour explorer les entrailles de la Terre? Pour le savoir, nous partons en expédition dans la grotte d'Alden. Elle s'ouvre à 500 mètres d'altitude sur le flanc du canyon de la Cesse. Alden est le plus grand réseau spéléologique du Minervois, avec 10 km de galeries accessibles sur 4 niveaux. L'association Alden, en charge de la protection et de l'entretien du site depuis 1980, nous accompagne pour une visite exclusive. Philippe Galland, archéologue, nous a promis des surprises étonnantes. Les dimensions de cette galerie sont quand même impressionnantes en hauteur. Alors c'est pas naturel, si tu veux. L'exploitation des phosphates qu'il y a eu dans cette grotte a vidé tous les remplissages. Et donc avant, si tu étais venu il y a 30 ans ou 40 ans, c'était à 10 mètres au-dessus de nous. 1927, un mineur attaque à la masse et au pic une paroi qui semble obstruer un nouveau réseau. Après des heures d'effort, il découvre cette galerie d'une centaine de mètres. À la lueur des torches, surgit soudain un inattendu bestiaire gravé dans la roche. Donc là on arrive dans la galerie où il y a les gravures préhistoriques. Et tiens le premier dessin qui t'apparaît ici. Alors c'est toujours très compliqué, une gravure. Probablement un lion des cavernes, avec son corps qui se prolonge jusqu'ici, donc il est dessiné pratiquement grandeur nature. Donc là on a l'encolure de l'animal qui vient dessiner le museau ici, avec le nez. Ah ok. Là, les yeux, et au-dessus tu as les oreilles à ce niveau-là, avec là le trait et la bosse dorsale qui est au sommet. Alors attends, explique-moi, Là, tous les traits tous les traits que tu là vois verticaux, qui descendent, en Ouais. fait, ce sont des griffades d'ours des cavernes qui représentent le pelage de l'animal. Donc ils ont utilisé ces griffades. Alors les ours, ils ont griffé la gravure ou... Non, alors ils ont griffé la paroi, et c'est l'homme qui est arrivé après, Ah ouais. et qui a utilisé ces traces préexistantes. Donc c'est une grotte où il y a peu de gravures. On a un ours qui a été gravé juste à côté de Mammouth, avec la tête. Ici, tu as les petites oreilles, la ligne de dos qui vient jusqu'ici, et qui redescend avec l'arrière-train de l'animal qui arrive jusque-là. Après, tu as le fameux mammouth. Et ces gravures ont été réalisées entre 31 000 et 37 000 ans avant notre ère. C'est-à-dire qu'on est dans la période de Chauvet, parmi les plus On est anciennes parmi les représentations plus anciennes pariétales. représentations pariétales. Et si tu prends les silhouettes des animaux qui sont représentés ici, c'est absolument similaire à ceux de la grotte Chauvet. Il y a encore une serrure. Et oui, parce qu'on protège nos trésors ici. Tu enlève rentres, le sac, c'est ça tu enlèves le sac, et tu te laisses glisser très doucement. Tu verras, le passage n'est pas large. Et confiance, c'est ça? Voilà. Ah oui, c'est pas large, effectivement. Derrière cette trappe verrouillée, un réseau interdit à l'exploration, car protégé. Oh, boum, ben ça sert à ça le casque. Et pour cause, il abrite ce que les préhistoriens appellent le trésor d'Alden, inconnu du grand public.
on descend dans une deuxième grotte. Il y avait une entrée qui était à l'extérieur, beaucoup plus loin, qui est effondrée. Mais là, c'est un passage spéléologique, mais pas du tout archéologique. C'est bientôt fini. Nous voici maintenant à 70 mètres sous le plateau du Causse. La galerie que l'on emprunte là, est-ce qu'elle a été empruntée par nos très lointains ancêtres? Oui, elle a été fréquentée par un groupe de préhistoriques. Alors ça, comment tu peux le savoir? Les gens, quand ils se passaient, se déplaçaient dans le noir. Donc ils avaient forcément de la lumière. Et cette lumière, on en trouve les traces sur les parois. Donc ici, regarde par exemple. Voilà ce qu'on appelle une trace de torche préhistorique. Donc c'est des fragments de charbon de bois qui ont été frottés contre la roche. Ce type de trace permettait de faire un balisage dans la grotte. C'est-à-dire qu'en se déplaçant, ils ont posé des points de repère qui leur permettaient de cheminer dans la cavité. Il faut te dire qu'ici, quand même, on est à 500 mètres de l'entrée. Et donc, une torche préhistorique, c'est ça. C'est un fagot de baguettes de bois, donc on appelle ça des brandons, qui sont associés entre elles avec des liens naturels. Et en fait, en brûlant, ça produit de la lumière. Alors, il y a plusieurs secrets. Le premier secret, c'est le bois utilisé. C'est un bois à essence, c'est du genévrier, qu'on trouvait à cette époque-là, fréquemment dans la région. Donc ça, c'est une torche qui a servi, donc elle est usée. Alors si par malheur, tu le tombes par terre et que ça s'éteint, tu pourrais te dire, je suis mort. Mais non, parce qu'on voit le bout des brandons qui sont rouges, donc ça te permet de le ramasser. Tu le secoues 2 ou 3 fois et ça redémarre. Ensuite, quand tu as un obstacle, tu le poses et tu franchis ton obstacle et tu récupères ta lumière. Mais tu as une autonomie de combien avec ça? Ça représente demi-heure d'éclairage. Est-ce qu'on peut dire que ces hommes, à cette époque lointaine, c'était déjà des spéléologues? C'était des spéléologues parce qu'on a montré également que ces torches-là étaient préparées avant. C'est des bois séchés. Donc ils coupaient le bois, ils le faisaient sécher en prévision d'une utilisation postérieure. Et à partir de là, ça s'appelle de la gestion d'éclairage. La volonté d'aller sous terre, c'est de la spéléologie vraiment très ancienne. Je ne peux m'empêcher de me poser des questions sur ces hommes qui nous ont précédés ici. Étaient-ils si différents de nous? La réponse se trouve en partie dans le fameux trésor que nous approchons enfin. C'est la première fois qu'il est filmé. L'espace-temps, soudain, bascule. Voilà Eric, ce que je voulais te montrer, c'est une empreinte de pas dans l'argile, une empreinte de pas préhistorique qui a 10 000 ans. Il y a une autre trace devant là. Donc, il y en a une autre trace devant qui a été recoupée par celle que je viens de te montrer. Et si tu regardes bien, quand on regarde l'ensemble du sol par terre, en fait tu as des traces de pas partout. On en a inventorié 300 sur les 30 mètres de cette galerie. 300 empreintes de pas. Ah, c'est juste... Donc, ta vue va s'habituer, tu vas les voir tout apparaître petit à petit. Mais tu en as ici, là. Oh, c'est génial, là je revois. Moi, ça me fait quelque chose. Franchement, hein, c'est émouvant. C'est les doigts de pied. Je sais pas pourquoi ça me parle plus. Mais Ceux-là sont très fins. On imagine là tout d'un coup la pression, le pied qui s'enfonce. Et puis on comprend qu'ils sont pieds nus à cet endroit-là. Il y a beaucoup de traces d'enfants, de jeunes jusqu'à l'adolescence. Très peu de traces adultes. Il devait y avoir quelques femmes. Et des hommes adultes, il y en a 1 ou 2. Ici, on a une famille qui a visité cette grotte il y a 10 000 ans. Ils sont passés dans un sens, ils ont laissé des empreintes. Demi-heure, 1 heure après, ils ont dû passer dans l'autre sens. Donc ils ont repiétiné leurs premières empreintes. Ils sont sortis de la grotte et aujourd'hui, par terre, on a cet instant de leur passage aller-retour. Ce que je comprends à travers ces traces de pas, c'est la continuité de l'occupation humaine dans cette région du Minervois. C'est-à-dire qu'à chaque période, il y a des vestiges qui résistent. C'est vrai, si tu as la chance de tous les regarder les uns après les autres, tu visualises que dans le Minervois, l'homme est présent depuis plus de 400 000 ans. Avec cette capacité à explorer son environnement. C'est plus qu'une capacité, c'est un besoin. C'est-à-dire l'exploration, c'est partir à la recherche de ce dont on a besoin, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas te déplacer vers un supermarché. À leur époque, ils allaient chercher un problème d'eau. Ils avaient repéré que sous terre, il y avait de l'eau. Donc, ils allaient peut-être explorer les cavités pour voir si elles leur donnaient accès à un point d'eau. Donc, c'est le besoin qui génère, en fait, l'envie. Le contexte de l'humanité change, mais le comportement humain est toujours le même. Simplement, on s'adapte
à notre environnement et je crois que en fait, c'est vraiment l'adaptation de l'homme à ce qu'il y a autour de lui et qui lui permet de survivre. Depuis la nuit des temps, le Minervois a attiré les hommes. En y développant leur activité, en bâtissant des cités comme Minerve, ils ont rendu ce site naturel encore plus exceptionnel. Force est de constater qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces paysages qui en imposent, l'histoire qui s'est déroulée et le caractère des habitants, à croire que l'on finit toujours un peu par ressembler à l'endroit où l'on vit.